je vous remontre un petit peu le. Donc, c'est une association Systext, c'est une association de professionnels du secteur minier. C'est pas un rapport qui sort de derrière la fagot, c'est vraiment un truc bien technique où on apprend beaucoup de termes propres à l'industrie minière. Et en gros, pour faire simple, vous voyez tous les problèmes de la société occidentale, que ce soit écologique, social, patriarcat, etc. Voilà, vous condensez tout ça. Voilà, vous prenez tout, vous condensez et vous le faites rentrer dans une industrie et ça donne l'industrie minière. Voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus dégueulasse dans notre société, ça se retrouve dans l'industrie minière. J'ai pas d'autre façon de le décrire. Et là, j'en étais à 3.1.4. Pas d'évolution majeure dans le traitement du minerai au XXe et XXIe siècle. En gros, ce qu'on a appris, c'est que les innovations tech... Alors, attendez, faut pas que je me trompe entre les deux termes. Parce qu'il y a technologie et technique, c'est pas pareil. Et ils disent de faire bien attention. Voilà, les techniques minières n'ont pas été fondamentalement modifiées depuis des dizaines d'années. Donc autant dire que les techniques, c'est-à-dire en gros les stratégies pour récupérer le minerai, c'est les mêmes depuis le début du 20e ou la fin du 19e. Voilà. Et en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise toujours les mêmes techniques, mais on améliore la technologie. On la rend plus performante, plus rapide. Mais la technique reste la même. Donc en gros, si vous voulez, l'industrie minière n'a pas clairement innové depuis plus de 100 ans. Ouais, c'est ça. Alors oui, en gros, Nebed, pour résumer très simplement, c'est ça. On creuse comme des bourrins et on met de l'acide. Alors l'acide, il n'est pas vraiment utilisé lors de l'extraction, il est plutôt utilisé lors de la transformation, de la métallurgie. Alors, j'en reviens. Comme ça fera un rappel avant que je démarre la lecture. Ça me fait un rappel aussi à moi aussi, hein. Je vous rassure, je me souviens déjà plus de ce que j'ai dit il y a quelques lives. Voilà en gros, en quoi ça consiste la filière minière. Bon, l'exploitation, donc là tu viens à l'époque, au 19e, voilà, c'était des coups de pioche, voire peut-être de la dynamite. Maintenant, bon, bah, c'est toujours de la dynamite, mais plus performante. Après, il y a première étape de concentration, c'est la minéralurgie. Puis la métallurgie ou extraction chimique. Et en fait, là, c'est deux procédés différents. C'est soit tu fais cramer ton minerai, genre en mode dans des gros fours, quoi, et tu consommes énormément d'énergie, et tu te retrouves avec un blister. Soit c'est une extraction chimique où tu utilises des solvants, mettons acide, avec beaucoup d'eau, et tu as une consommation d'eau délirante, et tu as des effluents aqueux, acides, qui sont rejetés où? Ben, ils sont rejetés dans le milieu, parce que, voilà. Enfin, normalement, ils sont censés être traités par la mine, mais euh, bon, si vous voulez, la réglementation européenne sur les produits chimiques s'applique en Europe, hein. Elle s'applique pas en Indonésie, elle s'applique pas en Afrique. Donc les industriels s'en battent les couilles, ils rejettent tout ça dans le milieu et ça vous donne des choses assez... Voilà. Alors ça, c'est l'exor, c'est encore un truc un peu différent. Ça vous donne voilà, une petite nappe rouge comme ça et il y a des photos, voilà, magnifiques photos de rivière, hein. Je sais pas si vous avez apprécié la couleur. Si vous avez joué à Iron Life, c'est un peu les couleurs comme ça, là, un peu rouge pétant, machin. Voilà, ça donne ça. Et ce qu'on a vu, c'est que bon, ça consomme beaucoup d'électricité, ça consomme beaucoup d'eau. C'est de pire en pire, parce que les minerais sont de moins en moins concentrés. Enfin, plutôt les métaux et les métalloïdes extraits sont de moins en moins concentrés dans les minerais. Du coup, ben, il faut creuser plus, il faut traiter plus. Donc on augmente la quantité d'électricité et d'eau consommée. Et avec bien sûr tous les problèmes environnementaux, s'ajoutent des problèmes sociaux. Donc des problèmes de... alors il y a plusieurs problèmes sociaux. Il y a travailler dans la mine, c'est dangereux, ça rend malade. La santé des populations autour des mines est mise en danger aussi par différents produits qui se retrouvent dans l'air, dans l'eau ou directement dans les déchets miniers. Et en plus de ça, vous avez les problèmes de masculinisation
du site minier, ou en tout cas de là où dorment les gens. Et vous avez tout ce qui est dégueulasse dans le patriarcat, c'est-à-dire, alors oui, il y a la délocalisation de la population aussi, tout à fait, merci. Et il y a aussi, donc je disais, tout ce qui se retrouve dans le patriarcat. Donc bien sûr, il va y avoir ben, agression sexuelle, prostitution, souvent obligée. Voilà. Et vous avez, du coup, entre les problèmes environnementaux et les problèmes sociaux, vous avez des conflits qui se mettent en place nécessairement sur beaucoup de sites miniers. Donc en gros, la mine, ça pollue, ça consomme de l'eau, de l'électricité, ça crée des tensions sociales. C'est de pire en pire. Et c'est une industrie qui n'est pas du tout innovante. C'est sympa, hein? Donc voilà, je vous dis, c'est un peu la déprime. Et alors, du coup, ça, c'est le premier volet. Alors, ouais, c'est une industrie de bouseux. Je sais pas ce que tu entends par bouseux. Parce qu'en fait, pas vraiment, hein. Une industrie de bouseux. Tu dis ça parce qu'ils ont les pieds, les mains dans le cambouis, c'est ça? Ouais, alors c'est des bouts. Alors si c'est les bouts des les bouts de traitement des effluents, vaut mieux pas qu'ils y mettent la main dedans, hein. Je vous le dis. Bon voilà. Alors pas d'évolution majeure dans le traitement du minerai au 20e et 21e siècle. Augmentation des rendements, diminution des quantités d'eau et d'énergie. Ah quand même un petit peu. Au XXe siècle, le principal procédé ayant été découvert est le procédé urbain. Je vais vous zoomer ça pour que vous voyez mieux. Puis je vais mettre à gauche. Hein, voilà. C'est également à cette date que démarre le développement de l'exploitation industrielle d'uranium. Oh, vous sentez la douille là? Attends, au XXe, le principal procédé ayant été découvert, le procédé urbain. Ah, c'est peut-être urbane, yes. Pour la séparation des terres rares en 40. C'est également à cette date que démarre le développement de l'exploitation industrielle d'uranium. Ok. Au cours des 20e et 21e siècles, et à l'image des méthodes d'exploitation, si les techniques de traitement n'ont pas fondamentalement changé, le rendement ont été augmentés en termes de taux de récupération des substances d'intérêt et de tonnage traité. Des innovations importantes. Ouais, voilà, ils appellent ça des innovations. Moi, les innovations, c'est plutôt technique que technologique. Mais enfin bon, peu importe. Des innovations importantes ont ainsi été apportées au concassage et au broyage du minerai, ou comminution. Ah oui, c'est vrai que c'est concassage plus broyage égale comminution. Vous pourrez caler ça à votre repas de Noël. Celle-ci permettant de broyer plus finement, de limiter l'usure des boulets ou des barres utilisées dans les broyeurs, etc. La comminution est non seulement indispensable pour la poursuite du traitement du minerai, mais aussi centrale dans l'industrie minérale, puisqu'elle représente à elle seule plus de 80% de sa consommation énergétique. Ah donc en fait c'est pas l'étape de c'est pas la pyrométallurgie qui consomme le plus d'électricité, c'est plutôt celle d'avant. C'est la comminution. Ok. Ces dernières décennies, des développements technologiques ont par ailleurs permis la diminution des quantités d'énergie et d'eau nécessaires au traitement du minerai, qui demeurent toutefois considérables. Il s'agit d'ailleurs de sujets de recherche considérés comme fondamentaux à moyen et long terme par le réseau pan-européen ERAMIN. Oh, tu m'étonnes. La minéralurgie et la métallurgie moderne datent donc d'un siècle ou plus, c'est ce que je vous disais, et ce sont les mêmes techniques qui sont utilisées aujourd'hui. La flottation, la méthode de concentration la plus utilisée. La flottation est la principale technique de concentration du minerai, ou de séparation des métaux. Elle est utilisée dans l'industrie minérale depuis près de 120 ans à travers le monde. À titre d'illustration, en 2011, 80% de la production minière mondiale de cuivre avait été traitée par flottation au moment de l'étape de concentration. Sa mise en œuvre s'est avérée nécessaire compte tenu de la nécessité de valoriser des minerais toujours plus complexes en termes de finesse et d'imbrication des grains, qui ne pouvaient pas être concentrés par les méthodes utilisées jusqu'alors, gravimétrie, magnétisme.
Ouais, les minerais toujours plus complexes, il y avait deux raisons. Vous savez, bon, ils sont moins concentrés et ils sont plus réfractaires. C'est-à-dire, ils sont dans des alliages qui les rendent plus difficiles à être séparés des autres composés de l'alliage. Donc voilà, il y a deux trucs qui font que extraire un minerai, c'est de plus en plus compliqué. Enfin, extraire un métal ou un métalloïde. La flottation permet de concentrer les minéraux d'intérêt en les faisant flotter. Ces derniers sont rendus hydrophobes par l'ajout de collecteurs. Un collecteur est un composant organique qui adsorbe à la surface des minéraux d'intérêt, les rendant hydrophobes. Schématiquement, cela revient à recouvrir la surface des grains par une couche d'huile. En présence de bulles d'air, les particules hydrophobes s'y fixent et remontent ainsi à la surface. Ce transport sélectif sépare donc les minéraux d'intérêt des autres, qui restent en suspension dans la pulpe. Et la pulpe, c'est un mélange d'eau, de réactifs et de minerais broyés. Un déprimant, ça c'est le rapport ça, un déprimant est également introduit afin de rendre hydrophiles les phases minérales qui ne doivent pas flotter. En fait, c'est vraiment du traitement de l'eau, quoi. Enfin, mais avec des solides. C'est bizarre. Bon. Du coup, j'aimerais savoir un peu si c'est, si ça devient hydrophobe, donc tout ça, ça flotte dans l'eau, de toute façon. La flottation. Bon, ça semblerait logique. Donc, on est vraiment dans un procédé de séparation qui ressemble peut-être un petit peu à ce qu'on a en station d'épuration des traitements d'eau usée, quoi. Ça doit ressembler un peu, alors, peut-être pas les mêmes produits chimiques, bien sûr, mais ça doit ressembler niveau physique, quoi. Cependant, cette technique est particulièrement problématique au regard des quantités d'eau nécessaires. Ouais, c'est bien de l'eau. Des réactifs utilisés, mais aussi de la nature et du volume des déchets miniers générés. Et là, on a une citation d'une étude de Lin et Hall qui nous dit dans le cas des minerais sulfurés de cuivre considérant un processus classique de concentration par concassage, broyage, flottation, la quantité d'eau nécessaire est de 1,5 à 3,5 mètres cubes d'eau par tonne de minerais traités. Alors après, j'avoue que je me souviens plus du tonnage du minerai traité, mais c'est un truc un truc de ouf. Les impacts sanitaires et environnementaux des xanthates sont d'ailleurs signalés concernant la santé des travailleurs de la mine et concernant les écosystèmes marins confrontés à des déversements volontaires. Par ailleurs, il est indispensable que les minéraux soient extrêmement fins. Le minerai est donc préalablement broyé afin d'obtenir une poudre dont les grains mesurent entre 5 et 300 micromètres. Après récupération des minéraux d'intérêt, des déchets miniers tout aussi fins sont ainsi générés. En effet, les résidus de flottation sont majoritairement composés de grains dont la taille est inférieure à 50 micromètres. Or, plus les grains sont petits, plus la surface totale disponible pour l'oxydation est grande. Ils sont donc plus réactifs que les fragments grossiers et présentent une plus grande capacité à être lixiviés et à libérer les métaux et métalloïdes qu'ils contiennent. Ça, on l'a vu dans un paragraphe précédent. De façon générale, McGaff insiste sur la nécessité d'améliorer les processus de concentration et estime que les innovations en termes d'automatisation et de numérisation pourraient servir sur dessin. Il considère que les développements technologiques ont été jusqu'alors extrêmement limités et que la flottation découverte dans les années 1900 est la dernière véritable avancée en minéralurgie. Ouais, voilà. On en est là, quoi. L'industrie qui produit le plus de déchets dans le monde n'a pas eu de vraie innovation depuis 120 ans. Bien que l'échelle des équipements ait considérablement augmenté, les processus minéralurgiques sont restés les mêmes. Cette inertie s'applique également au fait que les procédés sont toujours énergivores, avec un rendement énergétique faible, 4 à 6%. Comment tu calcules un rendement énergétique sur l'extraction du minerai ? Alors attendez, il y a une citation de cette étude, peut-être ça va nous éclairer. Un autre domaine du secteur minier qui pourrait bénéficier énormément de l'innovation est la conception du processus de concentration. Les développements ou améliorations récents ont été extrêmement limités. Par exemple, la flottation par mousse, découverte et adoptée au début des années 1900, a sans doute été la dernière percée significative dans le processus de concentration des métaux. Les équipements ont été considérablement agrandis, mais les processus de concentration de base restent les mêmes. Ils exigent un investissement important, la concentration des minéraux restant un processus à forte intensité du capital et énergivore.
En effet, les experts estiment que le rendement énergétique total des systèmes de concentration actuels est de 4 à 6%. Ouais, pas plus d'infos là-dessus. Caractère indispensable de la pyrométallurgie pour l'extraction chimique. Les procédés pyrométallurgiques consomment beaucoup d'énergie et sont particulièrement polluants, d'autant plus actuellement. En effet, selon Habashi, contrairement aux procédés anciens qui fondaient des minerais sulfurés à haute teneur dans des hauts fourneaux, les procédés récents fondent des minerais à faible teneur dans les fours à réverbère. Selon lui, cette évolution technologique est à l'origine d'une aggravation considérable des impacts. Ce fut le pire changement qui soit, par rapport à la pollution de l'environnement, à la forte consommation d'énergie et à la formation excessive de poussière. Au début des années 2000, le Conseil national de la recherche des États-Unis indiquait que le changement le plus important dans l'industrie minière pour les années suivantes pourrait être le remplacement complet des techniques pyrométallurgiques par les techniques hydrométallurgiques, compte tenu des émissions de gaz qu'elles génèrent. Cependant, force est de constater 20 ans après que la pyrométallurgie reste indispensable pour la récupération des métaux. Après, si on remplace des procédés qui créent beaucoup de gaz à effet de serre par un procédé qui consomme beaucoup d'eau, toujours plus d'eau, est-ce que on n'est pas là à un choix genre peste ou choléra, quoi? C'est pas top, hein? Karabach. Karabach, l'une des villes les plus polluées de Russie. L'activité minière de Karabach a débuté au début du 19e siècle. En 1910, une fonderie de cuivre fut construite au centre de la ville, Chesnokov. Ce complexe a émis plus de 12 millions de tonnes de substances dangereuses dans l'air et rejeté plus de 30 millions de tonnes de déchets métallurgiques. En 2014, il s'agissait d'ailleurs de la deuxième fonderie la plus émettrice de dioxyde de soufre au monde, avec une quantité annuelle émise d'environ 300 000 tonnes. Si vous aviez regardé le stream de Lex Calvin hier soir, on a regardé un documentaire sur les cargos, pas les cargos, les porte-conteneurs. Et en fait, les porte-conteneurs sont extrêmement générateurs de dioxyde de soufre. Parce qu'en gros, ils utilisent n'importe quoi comme énergie pour faire tourner leur moteur. Et donc, ils rejettent beaucoup de dioxyde de soufre. Donc si vous combinez l'industrie minière plus le transport maritime, je peux vous dire que là... Mais bon, c'est ça qui fait tourner l'économie mondiale, hein. Il n'y a pas de mystère. Après plus d'un siècle d'activité, le territoire est dévasté. Les sols sont devenus stériles. Et les écosystèmes faunistiques et floristiques de la zone ont été complètement détruits. Les sols et les eaux, tant souterraines que de surface, présentent des concentrations très élevées en métaux et métalloïdes, en particulier en cuivre, en arsenic, en plomb, en cadmium et en mercure. Les conséquences sanitaires sont majeures. En 2015, la ville a enregistré l'un des taux de mortalité les plus élevés du pays, avec une imprégnation en arsenic, en cadmium et en plomb, a été mise en évidence chez de très nombreux enfants. Et on veut pas de leur économie. Ouais, alors l'île marxiste, oui, je sais, faudrait changer, mais alors ça veut dire, comment dire, va falloir renoncer à beaucoup de choses, hein. Je sais pas si on est prêt. En se basant sur la base de données en ligne l'Elementarium, Systext a étudié les techniques d'extraction chimique permettant de passer du minéral au métal d'intérêt, hors raffinage, pour 40 métaux et métalloïdes. Ouh, c'est très intéressant ça. Attends, juste avant, il y a des belles photos là, hein. Ça a l'air sympa d'habiter dans ces coins-là. Ils sont parfois minoritaires dans le procédé, comme pour l'or et l'aluminium, et souvent majoritaires, comme l'arsenic et le cuivre. En effet, en 2018, 83% du cuivre mondial avait été obtenu uniquement par pyrométallurgie sur des minerais sulfurés. Blasi et Jdid l'expliquent par les limites intrinsèques aux minerais cuprifères. Traditionnellement, et malgré une tendance qui s'est développée au cours de la deuxième moitié du XXe siècle en faveur de la voie humide, la voie sèche continue à occuper une place prépondérante, car il existe une difficulté d'attaquer par voie chimique certaines espèces minérales. Bah ouais, l'île marxiste, je suis bien d'accord. À un moment, il n'y aura plus le choix. Mais ce sera plutôt des contraintes, on va dire, environnementales.
En fait, si on laisse faire, la société capitaliste s'arrêtera que lorsqu'elle vraiment elle pourra plus. Et elle cherchera toujours des moyens d'y arriver quand même. Et si on remplace la société capitaliste par une autre société, il faut absolument que cette nouvelle société prenne conscience de ce genre de problème. Vous voyez, il y a du chemin à faire hein, avant de s'en sortir. Bon, mais je vais pas trop doomer maintenant. Hein. J'ai lu que 4 pages. Pas commencer maintenant. Parmi les 40 substances étudiées, Systex a étudié 7 substances dont l'extraction chimique est réalisée exclusivement par des procédés pyrométallurgiques. Il s'agit du bismuth, du mercure, du molybdène, du phosphore, du plomb, du silicium et du thallium. Concernant le traitement du plomb, des recherches intensives ont été conduites dans les années 70 et 80, mais n'ont pas permis d'identifier de procédés hydrométallurgiques viables. Ok, donc déjà, on sait que pour certaines métals et minéraux et métalloïdes, on ne pourra pas se passer de la pyrométallurgie. Ouais, ce serait déjà pas mal de ne pas surconsommer. Mais après, tu mets le curseur où? Tu vois, il y a ça aussi comme souci. C'est-à-dire que si tu fais, on va dire, une simplification un peu grossière, mais bon, ça marche. Tu dis, les accords de Paris, il faut qu'on arrive entre 1 et 2 tonnes de CO2 équivalent par habitant en 2050. Actuellement, on est à 9, mettons. Voilà. Donc, on va dire on divise par 7. En gros, il faut savoir que nos revenus, le PIB, il est directement corrélé aux émissions de CO2. Alors, c'est pas vraiment linéaire, mais enfin, voilà, admettons. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir diviser nos revenus par 7 en 2050. Donc, vous prenez le salaire médian français, qui est, je sais pas moi, genre 1700 euros, ou un truc comme ça. Vous divisez par 7, et chaque Français, le Français moyen, doit vivre avec cette somme d'argent. Donc, dans la société actuelle, ce n'est pas possible de vivre avec, vu de nez, 250 euros. Ou alors, on vit très mal. Et donc, il faut organiser la société de façon à pouvoir vivre avec 250 euros par mois. Bon, vous voyez, c'est grossier hein, comme raccourci, mais ça donne voilà, une idée de ce vers quoi sera fait une société soutenable. Euh, Ah, je ne l'ai pas sous la main. Bon, tant pis. Je voulais vous montrer un livre, mais je ne l'ai pas sous la main. J'en étais où? Inertie dans le traitement de l'or. La cyanuration est le procédé hydrométallurgique le plus employé par l'industrie aurifère et concerne 80% de la population mondiale, de la production mondiale d'or. J'ai dit population parce que j'ai fini la lecture d'un bouquin sur la population avant. L'avènement du cyanure pour l'exploitation aurifère s'est fait dans les années 1890 lors du développement du complexe minier aurifère de Witwatersrand en Afrique du Sud. En effet, les anciennes méthodes de traitement, amalgamation ou chloration, ne permettaient plus de récupérer suffisamment d'or, seulement 55 à 65% dans les nouvelles zones exploitées. La cyanuration, s'il y a des chimistes dans le chat, vous voyez ce que c'est le cyanure? La cyanuration est restée pratiquement inchangée depuis sa découverte. Durant les 100 dernières années, les seuls développements technologiques qui ont été apportés sont l'invention de la lixiviation en tas dans les années 60, l'introduction du charbon actif pour récupérer l'or après lixiviation dans les années 80, et l'essor des techniques permettant de valoriser des minerais complexes et réfractaires dans les années 2000. Et là, j'ai un addendum à 84. C'est où 84 ? Je le vois pas. Ah, c'est là. Ah oui, amalgamation, chloration. Pour rappel, l'amalgamation consiste à allier l'or et l'argent avec du mercure et à décomposer l'alliage, 25 à 50% d'or, par distillation du mercure vers 400-500 degrés. Et la chloration consiste à dissoudre l'or par des ions chlorure en milieu acide et oxydant. Cette technique permet d'atteindre des rendements de mise en solution de l'or élevés proches de 100%. Cependant, la manipulation du chlore, le dichlore du coup, gaz extrêmement corrosif et toxique, n'est pas sans risques environnementaux et sanitaires. Ce procédé est mis en œuvre à l'échelle industrielle, mais uniquement sur des gisements de platinoïdes dont la valeur économique justifie les investissements lourds liés à ce procédé. Ouais, tout à fait, le marxiste, il va falloir absolument que notre économie soit le plus circulaire possible.
et qui pioche le minimum dans les ressources enfin, les ressources toujours existantes de la planète. Alors le dichlore, alors faites attention, tips si vous savez pas, ne mélangez jamais de la javel avec du vinaigre, mettons. Parce que le vinaigre est acide, en réaction avec le chlore qu'il y a dans la javel, vous avez un dégazement de dichlore et vous risquez de passer un sale quart d'heure. 3.2, les techniques novatrices présentent des risques équivalents, voire accrus. Ah, la solution technologique est un matériel nouveau, risque nouveau. Complexification des techniques, hein, toujours. Le progrès technique. Alors, je pense que sur le chat, vous n'avez pas... J'avais fait une vidéo sur le progrès technique que vous retrouvez sur la chaîne. Bah, j'en profite. Hop. Vous retrouvez sur la chaîne YouTube. J'ai fait une petite lecture plus podcast sur le progrès technique. Et pour vous voir qu'en fait, c'est du gros bullshit, quoi. C'est de la pensée magique. Mais bref, le progrès technique, s'il a permis d'écarter certains risques, on a fait apparaître d'autres, moins visibles, plus cachés, mais toujours dangereux. Alors vigilance, prudence, toujours valable. Affiche de prévention pour les mineurs de charbon datant de 1990. Dans cette section, les techniques d'exploitation et de traitement du minerai dites novatrices sont celles qui ont été découvertes et ou développées ces dernières décennies. Elles ont vocation à exploiter des gisements pour lesquels la mise en œuvre des techniques conventionnelles n'était pas considérée comme suffisamment rentable. Vous voyez, c'est un peu comme le gaz de schiste. Les Américains se sont mis à exploiter le gaz de schiste parce que ça devenait rentable de le faire. Parce que le cours du pétrole... alors, les coûts d'extraction du pétrole s'envolaient, parce qu'il se fait de plus en plus rare. C'est le cas notamment des gisements très profonds, et ou ceux dans lesquels la minéralisation est diffuse, et ou ceux pour lesquels la teneur est très faible. Selon Systext, la caractéristique principale de ces techniques novatrices est de permettre la valorisation de tonnages très importants avec des coûts opérationnels réduits. Ces techniques ne permettent cependant pas de réduire les impacts environnementaux associés. Au contraire, les premiers retours d'expérience démontrent que ces pratiques peuvent être à l'origine de risques plus graves encore. Je sens qu'on va apprendre des techniques de destruction là. Foudroyage par bloc ou block caving. Alors déjà rien que le nom, foudroyage par bloc. Principe de la méthode, le foudroyage par bloc est une méthode d'exploitation souterraine qui est apparue au début du XXe siècle. Cependant, elle a été largement mise en œuvre à partir des années 2000, lui conférant le statut de nouvelle méthode alternative ou de méthode du futur. Schématiquement, la méthode repose sur l'effondrement de la zone minéralisée sous son propre poids, suite à une explosion majeure déclenchée dans le gisement. Quoi ? La première étape consiste à créer des ouvrages souterrains inclinés pour accéder à la base du gisement, dans laquelle est creusé un réseau dense de galeries horizontales au-dessus de celle-ci. Le corps minéralisé est dynamité en masse, provoquant la fragmentation de la roche et son effondrement. Le matériel fragmenté descend ensuite par gravité jusqu'aux galeries horizontales via des entonnoirs creusés dans la roche, où il est récupéré, à l'image de ce qui se passe dans un silo à grains. Il en résulte la formation en souterrain d'une cavité de très grande taille, généralement de 200 mètres de haut, mais pouvant atteindre 500 mètres de haut. Waouh! Ah ouais! Ah ouais, là c'est plus le mec avec sa pioche, hein, ou même le mineur avec sa dynamite. C'est vraiment... il prépare... Les mecs, ils ont trop joué à Minecraft, hein. Franchement... Non, et vous voyez, et là en fait, on vient faire effondrer le sol complètement, quoi. Putain, c'est dingue. C'est dingue. D'un point de vue économique, le coût total de cette méthode est environ 10 fois inférieur à celui des méthodes conventionnelles, bien que cela ne prenne pas en compte les coûts de réhabilitation et les éventuelles autres externalités négatives environnementales et sociales. Toujours pareil, hein, si vous voulez pas savoir combien ça coûte, bah vous faites pas les études pour. Hein. Les coûts d'investissement liés aux nombreux travaux nécessaires pour préparer l'exploitation, en particulier les infrastructures souterraines décrites précédemment, sont relativement élevés. En revanche, les coûts opérationnels sont particulièrement bas, ce qui rend cette technique attractive pour les exploitants miniers actuels.
Ok. Risques environnementaux. Cette technique a l'avantage de réduire la quantité de stériles miniers générés. En effet, les roches stériles sont peu extraites, contrairement à l'exploitation à ciel ouvert par exemple. Cependant, le foudroyage par bloc se distingue aussi par une très faible sélectivité, conduisant à alimenter l'usine de traitement avec de grandes quantités de minerais bruts, très hétérogènes. Selon ces derniers auteurs, il s'agit d'une caractéristique problématique de cette méthode. La conséquence prévisible est la génération de volumes de résidus miniers bien plus grands, ce qui constitue un risque significatif. Donc il y a moins de stériles, mais plus de résidus. Non, non, non. C'est ça, la sélectivité caractérise la qualité de l'extraction, plus elle est élevée et plus la quantité de roches stériles associée au minerai est faible. Hmm. Cependant, le principal risque environnemental associé à la méthode de foudroyage par bloc est l'effondrement des terrains situés au-dessus de la zone exploitée. En effet, il est inévitable que la cavité souterraine grandisse, ce qui peut amener l'effondrement à se propager jusqu'à la surface. Il en résulte des affaissements, voire des effondrements généralisés. La propagation de la cavité est également à l'origine du sismicité induite, les effondrements provoquant des séismes d'une magnitude généralement faible. Si la majorité de ces épisodes n'ont que peu de conséquences, certains peuvent au contraire se révéler plus graves, en particulier lorsqu'ils connectent avec des hétérogénéités géologiques, comme une faille ou une séparation entre deux couches géologiques différentes. Systex souhaite insister sur le risque induit pour les installations minières de surface, en particulier pour les mines à ciel ouvert, les dépôts de stériles miniers ou encore les parcs à résidus. C'est-à-dire qu'ils creuseraient des souterrains au-dessous des installations minières de surface, ce serait complètement débile. Lorsque ces ouvrages se trouvent au-dessus de la cavité, non mais c'est débile, sous l'influence des épisodes sismiques ou dans le rayon d'impact de l'effondrement, ils peuvent être endommagés, voire être eux-mêmes à l'origine d'accidents. C'est ce qui s'est produit en 2004 à la mine de cuivre de Palabora en Afrique du Sud. Mais c'est débile. Putain. L'exploitation y a débuté en 1964 par une mine à ciel ouvert, devenue la plus grande cavité artificielle du continent africain, avec un diamètre de presque 2 km et une profondeur de 762 mètres, 2,5 fois la tour Eiffel. En 2000, l'exploitant a souhaité poursuivre l'exploitation du souterrain en recourant à la méthode de block carving, donc de foudroyage par bloc. 3 ans après le début de ces travaux, la sismicité induite a provoqué des instabilités de surface et des fissures sont apparues sur les parois de la mine à ciel ouvert. 1 an plus tard, le flanc nord-ouest s'est effondré, provoquant le déplacement de 60 millions de tonnes de roches et l'apparition de fissures dans un rayon de 300 mètres autour de la mine à ciel ouvert. Aux risques précédents s'ajoutent ceux qui peuvent se produire en souterrain, les éboulements, les effondrements ainsi que les afflux massifs et soudains de poussière, d'eau et de boue. Ça c'est pour toi, Nebed. Tous ces phénomènes ont été reportés sur la plupart des sites miniers utilisant le block caving et peuvent se reproduire tout au long du projet d'exploitation depuis la construction des premières infrastructures souterraines jusqu'au stade de la production. Par ailleurs, en complément du pompage des eaux souterraines durant l'exploitation, l'exor, la création de telles cavités perturbe inévitablement les écoulements d'eau souterraine. Les perturbations sont encore plus importantes lorsque l'effondrement se propage jusqu'à la surface, puisque les précipitations et les eaux de surface peuvent alors s'infiltrer dans la zone effondrée. Toutes les eaux convergent généralement vers les zones exploitées et la base du gisement, ce qui peut provoquer leur enrichissement en métaux et métalloïdes, voire leur acidification, dans le cas où les roches sont porteuses de minéraux pouvant générer du drainage minier acide. Afin d'illustrer les risques précédemment décrits, effondrement généralisé, sismicité induite, perturbation des eaux souterraines, l'exemple de la mine d'or et de cuivre de Cadia, Australie, est présenté dans l'encadré de la page suivante. Ça va être pas mal. Je le sens bien là, je le sens bien. Ce petit encadré là. Mine d'or cuivre de Cadia, en Australie. Dommage en série causé par le block caving. Avec mon accent très français, le block caving. La mine d'or de Cadia, Nouvelle-Galles du Sud. Nouvelle-Galles, ah ouais, ils se sont pas emmerdés les Australiens comme les Américains. Nouvelle-Galles du Sud, Australie, a été ouverte en 1998. Les travaux d'exploitation ont été conduits à ciel ouvert jusqu'en 2011.
Ils se poursuivent actuellement en souterrain, notamment par la technique du block caving. Au droit des zones d'exploitation de Ridgeway et de Cadia Est, se sont développées 2 zones d'effondrement généralisées qui s'inscrivent sur des surfaces de plus d'1 kilomètre de diamètre. Donc ce qu'on voit là, ça fait 1 kilomètre de diamètre, quoi. La séismicité... Ah, c'est séismicité? On dit pas sismicité? Bref. La sismicité induite constitue une problématique importante sur tout le secteur, certains épisodes étant caractérisés par une intensité élevée. En 2017 et 2018, 2 d'entre eux présentaient respectivement une magnitude de 4,3 et 3,8 sur l'échelle de Richter, et ont conduit à un arrêt temporaire de l'exploitation. Les personnes qui vivent dans la région depuis des décennies se disent préoccupées par l'augmentation de la fréquence des tremblements de terre et pointent du doigt la mine souterraine de Cadia. Le minerai est traité par gravimétrie et flottation et les résidus sont stockés dans 2 parcs à résidus, nord et sud. 7 et 6. Ouais, c'est énorme en taille. Le 9 mars 2018, la digue du parc à résidus nord a rompu et libéré 1,3 million de tonnes de résidus miniers qui se sont déversés dans le parc à résidus sud. Cet événement faisait suite à un, 2 tremblements de terre. Il y a une faute là. Faisait suite à 2 tremblements de terre de magnitude, non, donc à un tremblement de terre de magnitude 2,7 sur l'échelle de Richter. Si l'exploitant minier réfute tout lien entre ces épisodes sismiques et la déstabilisation de la digue, les populations riveraines et la société civile s'interrogent. Dans son rapport d'évaluation environnementale sur le projet Cadia Est, l'exploitant minier détaille les perturbations prévues sur les aquifères régionaux. Selon ses prévisions, le remplissage de la zone exploitée prendrait environ 150 à 160 ans, et une période supplémentaire de 170 ans, soit un total de 330 ans, serait nécessaire pour que les masses d'eau souterraines atteignent leur équilibre. Ok, donc pour plus de 300 ans, ils ont dérangé l'écoulement de l'eau. Oh là là, mais regardez-moi ça, on dirait dans des films quoi. C'est dans quel film qu'il y a des espèces d'effondrements comme ça? Je me souviens plus. Bref. Deuxième technique dégueulasse. C'est pas le titre du chapitre. C'est mine à déplacement de sommet ou mountain top removal mining. Mine à déplacement de sommet. Ok. Principe de la méthode. Le déploiement de cette technique est plutôt récent et s'est fait dans les années 60. Elle est devenue prépondérante pour l'exploitation du charbon dans les Appalaches centrales à partir des années 90 pour 3 raisons. L'augmentation de la demande en électricité et de la demande en charbon à faible teneur en soufre et dont la combustion est relativement moins polluante, tel que celui que l'on trouve dans les Appalaches. La diminution significative des gisements proches de la surface. Le développement d'équipements de très grande taille tels que les draglines. Il s'agit d'une méthode d'exploitation de surface impliquant la suppression d'un sommet, d'une colline ou d'une crête pour accéder à des couches minéralisées. Quoi? La suppression d'un sommet... Genre, il rase la montagne, quoi. Attends. L'usage massif d'engins mécanisés et explosifs permet de retirer successivement les couches de roches stériles et les couches minéralisées. Le sol et les stériles sont déversés dans les vallées adjacentes pouvant conduire à leur comblement total. Waouh. Ouais, donc c'est ça. En gros, on décapite la montagne et tous les stériles, on les balance dans la vallée. Putain, mais on recule devant rien, hein. Impacts environnementaux. Les dommages environnementaux des mines à déplacement de sommet sont considérables, tu m'étonnes. Comblement de Talweg, destruction de la faune et de la flore. Alors attendez, les Talweg... C'est quoi mon petit Talweg? Talweg correspond à la ligne formée par les points ayant la plus basse altitude, soit dans une vallée, soit dans le lit d'un cours d'eau. Ok, oui, donc le fond de la vallée, quoi. Donc, comblement des Talweg, destruction de la faune et de la flore, contamination des eaux, des sols, etc. Les dégradations sont considérées comme irréversibles et s'inscrivent sur des échelles régionales. Donc, une étude de Miller et Zegre nous dit
Les mines à déplacement de sommet représentent une perturbation dramatique et probablement permanente, bah oui, à l'échelle du paysage, avec des impacts locaux et régionaux importants. Au niveau et dans l'environnement de ce type d'exploitation minière, les principaux impacts pour les cours d'eau et leurs écosystèmes constatés à partir du retour d'expérience dans les Appalaches sont la destruction des sources et des cours d'eau, permanents ou non, causés par le déplacement de la montagne et par leur enfouissement sous les déchets miniers, la pollution par des métaux et métalloïdes dans les eaux souterraines ou de surface, à des concentrations qui atteignent les niveaux de létalité pour les organismes aquatiques, et l'empoisonnement des espèces micro-invertébrées aquatiques et aviaires, conduisant systématiquement à une diminution des populations. En 2005, l'Agence de protection environnementale a réalisé une étude sur les impacts des mines à déplacement de sommet sur une zone d'environ 50 000 km². 7% des terres ont été ou étaient destinées à être perturbées sur cette zone. De plus, l'activité minière avait dégradé la qualité de près de 2000 km de cours d'eau et avait enterré environ 1200 km de cours d'eau sous les miniers stériles. Plus généralement, les surfaces couvertes par l'activité minière altèrent fortement le fonctionnement des bassins versants. En effet, le bouleversement des sols et sous-sols réduit la capacité d'infiltration et empêche la croissance des arbres, modifiant le ruissellement et provoquant des phénomènes torrentiels lors des orages. Ça, c'est le même principe avec l'artificialisation des sols. Et c'est aussi un principe qui s'applique quand on a de la terre trop sèche. En gros, l'eau s'infiltre mieux dans de la terre humide. Ce qui semble un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Concernant la dégradation de la qualité des eaux, Caneva précise les substances toxiques généralement relarguées par les sites miniers: arsenic, bore, chrome, mercure, nickel et sélénium. Les concentrations sont telles qu'elles peuvent conduire à l'anéantissement des écosystèmes aquatiques. À ces pollutions s'ajoutent fréquemment des phénomènes de drainage minier acide. Donc déjà, il déplace les cours d'eau, où il les recouvre, et en plus, il bute toute la biodiversité qu'il y a dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que ces photos? Mine de charbon d'Upper Big Branch, Virginie occidentale, États-Unis. Mine de charbon, c'est mine de charbon dans la vallée d'Elk. B, c'est quoi? Ah, c'est aussi la mine de charbon. Et D, cours d'eau situé en aval d'une mine à déplacement de sommet dans le Kentucky. Impact sanitaire. La problématique sanitaire majeure associée aux mines à déplacement de sommet est la contamination des eaux potables. Bien que des incertitudes persistent quant au lien avec les maladies connues, et une étude de Holzman nous dit, la contamination de l'eau potable est l'une des principales préoccupations en matière de santé pour les communautés vivant dans l'environnement des mines à déplacement de sommet, bien que les liens définitifs avec les problèmes de santé signalés n'aient pas été établis pour ces populations. À ce titre, Boyles et al. Alertent sur l'augmentation des cas de violation des droits en lien avec les eaux potables publiques. Ces sites miniers sont également à l'origine d'une contamination de l'air importante par le relargage de métaux et métalloïdes, de sulfure d'hydrogène gazeux, fameux H2S, vous savez, c'est ce qui sent l'œuf pourri, mais aussi de poussière, à des niveaux, dans ce dernier cas, qui excèdent régulièrement les normes établies par l'Union environnementale des USA. Des études sanitaires révèlent que les populations exposées souffrent de maladies cardio-pulmonaires, de malformations congénitales et de morts prématurées. De façon générale, les populations vivant dans l'environnement de ces sites miniers sont exposées à divers milieux contaminés, air, eau, sol, qui peuvent être à l'origine de graves problèmes sanitaires. Ainsi, Caneva constate la prévalence de nombreuses maladies chroniques: asthme, maux de tête, saignement de nez, nausées, diarrhée, vomissements, troubles cutanés. Michael Hendricks, directeur associé de l'Institut de recherche sur les politiques de santé de l'Université de Virginie occidentale, a ainsi démontré que l'incidence des maladies chroniques en Virginie occidentale augmentait proportionnellement à la production de charbon. Ah ouais, donc s'ils arrivent à établir une proportion entre le charbon extrait et les maladies, quoi. Oh, vous imaginez? Un rapport proportionnel, quoi. Les habitants des communautés minières ont 30% de risque
en plus de souffrir d'hypertension, 64% de risque de développer une bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et 70% de risque en plus de développer une maladie rénale. De nombreuses associations états-uniennes telles que Human Rights Watch, Earth Justice ou Center for Biological Diversity demandent l'arrêt de cette forme d'exploitation. Ouh, c'était pas mal aussi comme technique. On décapite la montagne, quoi. Troisième méthode dégueulasse. Exploitation par décapage ou strip mining. Contexte, l'exploitation par décapage ou strip mining s'est développée à partir du milieu du XXe siècle. Cette méthode s'applique aux gisements horizontaux et peu profonds. Elle concerne très majoritairement ceux de charbon et de phosphate. Cette méthode est considérée comme la plus rapide et la plus économique pour l'exploitation des gisements de charbon. Elle a notamment permis la rentabilisation des gisements de lignite, un charbon pauvre en énergie. Il me semble que la lignite, c'est vraiment celle qui est... Enfin, c'est le charbon de bois, enfin en quelque sorte. Alors attendez, je vous dis pas de conneries. Ouais, voilà, enfin c'est ça ce que je voulais dire, c'est issu des roches sédimentaires, hein. Fossiles de plantes. Considérée comme une roche intermédiaire entre la tourbe et la houille. Et la houille, par contre, elle est plus... contient plus d'énergie. Donc la houille contient plus d'énergie que la lignite. Et apparemment, il y a l'anthracite. Mais l'anthracite, c'est aussi du charbon? Ah oui, c'est une variété de charbon. Tout à fait. Ok. Bon, bah voilà. En fait, le charbon, ça regroupe plein de roches différentes. Attendez. Est-ce qu'on a la liste? Ouais, c'est ça. Et selon le type de charbon, vous avez une teneur en carbone. Et donc un pouvoir calorifique lié. Et donc, là, il parlait de lignite, qui est en effet un charbon faible en énergie, quoi. Teneur en carbone de 50 à 60%. Et après, vous avez la tourbe, et après, vous avez la bouse de yak. Non, je déconne. Enfin, je déconne, mais je déconne pas, ils font comme ça, hein, en Asie centrale, pour démarrer les feux. Ils utilisent de la bouse de yak séchée. En Europe, oh, il y a une faute. On dit bien la lignite. C'est un nom féminin. Ah non, c'est le lignite. Ah merde. Ok. Le lignite. Oh, c'est dur à dire. Le lignite est quasi exclusivement utilisé pour la production de chaleur et d'électricité. Parmi tous les autres sources d'énergie, nucléaire, photovoltaïque, éolien, gaz naturel, etc., il comptait d'ailleurs pour 8% de la production totale d'électricité en Europe en 2019. 9 pays européens extraient du lignite, mais l'Allemagne reste le principal pays producteur, représentant à lui seul 44% du lignite extrait en Europe, plus de 100 millions de tonnes en 2020. Et ça, c'est ce qui vous donne ça, là. Je l'ai déjà montré à l'île marxiste hier. Cette carte où vous avez la concentration, l'intensité carbone de l'électricité produite. Et vous voyez que... Alors là, c'est plutôt pas trop dégueulasse en ce moment en Allemagne, parce qu'il y a l'éolien qui tourne. Mais voilà, vous voyez le charbon, là, ça, c'est dégueulasse. Le pire, c'est la Pologne. La Pologne, zéro respect, hein. Eux, ils font tourner du charbon à fond les ballons. Bref, revenons à la lecture. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Principe de la méthode. La méthode consiste à décaper depuis la surface des couches successives, minéralisées ou non, sur de très grandes échelles. Contrairement aux autres méthodes d'exploitation à ciel ouvert, les roches extraites ne sont pas ou peu dynamitées. Un grattage suffit. L'exploitation est principalement réalisée à l'aide d'équipements de très grande taille tels que des excavatrices, des draglines et des pelles. Elle progresse en série de tranchées profondes et parallèles appelées sillons ou bandes. La longueur de ces bandes peut atteindre plusieurs centaines de mètres à plusieurs kilomètres. Alors, l'excavatrice, c'est des engins énormes, hein. Si vous regardez les militants qui avaient envahi une mine de charbon
Et on a des belles images d'une excavatrice. C'est c'est hyper gros. Une énorme machine, quoi. Ah bah voilà. Est-ce qu'on a quelque chose pour... faut imaginer que... On voit pas grand-chose, mais il faut imaginer que le petit machin là, c'est un véhicule normal. On va dire, c'est à peu près cette taille-là. À l'image des méthodes par foudroyage par bloc ou par mine à déplacement de sommet, le strip mining se caractérise par un faible coût d'extraction et une productivité importante. Impacts environnementaux et sanitaires. Cette méthode est principalement mise en œuvre pour l'exploitation du lignite. Par conséquent, les impacts environnementaux et sanitaires décrits dans la bibliographie, et donc dans ce paragraphe, portent essentiellement sur ce type de gisement. Ok. La principale problématique posée par le strip mining est la taille colossale des excavations, tant en termes de surface exploitée que de volume de matériaux déplacés. Et selon une étude de DZ en 2007, par l'importance des surfaces affectées, les dimensions des excavations créées, les volumes de déblais déplacés, les transformations apportées au paysage par l'exploitation du lignite en Allemagne, comptent parmi les plus importantes que l'on puisse observer. Nulle part ailleurs en Europe on ne trouve d'exploitation minière atteignant une telle échelle. Par comparaison avec les autres techniques d'exploitation à ciel ouvert, cette méthode présente l'avantage de remettre les stériles miniers sur place, au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation. Cependant, le remaniement des sols et des roches sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur et sur des kilomètres carrés de surface a des impacts majeurs. Impact majeur, alors perturbation des eaux de surface, cours d'eau et ruissellement, mais aussi des eaux souterraines, modification paysagère irréversible, création d'un massif artificialisé, composé de blocs et de fragments remaniés, et destruction des sols et des terres arables. Et la plus grande mine de lignite en Allemagne, elle déforeste, elle est sur une forêt primaire. Ce qui n'est pas étonnant, parce que vous avez vu que le charbon est une roche sédimentaire issue de la fossilisation du végétal. L'une des conséquences environnementales les plus importantes du strip mining est la modification de l'hydrologie à l'échelle des bassins exploités. Afin d'éviter les venues d'eau, l'extraction nécessite l'abaissement du niveau de la nappe phréatique par pompage. Ce dernier ne se limite pas au périmètre des zones excavées et a des répercussions régionales. Bah oui, si tu creuses et que tu commences à tomber sur la nappe phréatique, ce serait con. À titre d'illustration, dans le district minier rhénan, près de Cologne, la mise en exploitation des mines de Ambach et Gersweiler a provoqué un abaissement de la nappe phréatique jusqu'à 300 mètres de profondeur sur plus de 3000 km². Ah ouais, 300 mètres de profondeur sur 3000 km². Je m'affaisse un peu dans mon siège tellement je suis sur le cul. Dans le cas du district minier central près de Leipzig, l'exploitation minière est pratiquée à grande échelle depuis environ 150 ans. Au total, 8 milliards de tonnes de lignite y ont été extraites, ce qui a entraîné le déplacement de 20 milliards de mètres cubes de sol et de roches et de 20 milliards de mètres cubes d'eau. La zone affectée par l'abaissement du niveau de la nappe phréatique s'étend sur 1100 km², tandis que la superficie totale des terres détruites est de 610 km². Les énormes volumes d'eau pompés sont rejetés hors des zones exploitées ou dans les cours d'eau. Dans le Western Macedonia Lignite Center, le plus grand bassin charbonnier grec, de nombreux forages de pompage ont été installés. Ils produisent un volume de 5 millions de mètres cubes d'eau par an, qui est déversé dans l'environnement des sites miniers comme à Akrini. Autre exemple, dans la zone d'exploitation de Gersweiler, les eaux pompées sont rejetées dans les cours d'eau de la région, notamment dans la rivière Lerft, pour laquelle le débit a de ce fait augmenté de 2 à 4 fois par rapport à son débit naturel. L'abaissement de la nappe phréatique provoque également le tarissement des petits cours d'eau et l'assèchement des zones humides. Il en résulte des affaissements de terrain dans un rayon pouvant atteindre plusieurs kilomètres autour des sites miniers. Ceci cause de graves dommages sur les sols et des infrastructures telles que les mouvements de terrain décimétriques à métriques, donc sur dizaines de centimètres à quelques mètres, des effondrements, des fissurations de bâtiments, etc.
La qualité des eaux de surface et souterraines est également dégradée à l'échelle régionale par l'entraînement particulier depuis la zone exploitée, mais aussi par l'augmentation importante de la quantité totale de solides dissous sous forme d'ions. Ces pollutions peuvent persister des centaines d'années après la fin de l'exploitation. Les sols des terrains exploités peuvent difficilement recouvrer les caractéristiques de sols naturels du fait de leur état extrêmement dégradé. Structure instable, insuffisance d'humus et de complexes argilo-humiques et raréfaction des populations micro- et macrofaunistiques. De plus, il est fréquent que les gisements charbonniers contiennent de la pyrite et autres sulfures de fer. Le lessivage de ces minéraux dans les sols des zones remblayées entraîne une acidification et une augmentation de la solubilité des métaux tels que l'aluminium. Ah putain. Et là, c'est quoi? Donc le Western Macedonia Lignite Center. C'est bizarre, ça parle de Macédonia, mais c'est en Grèce. Le gisement de la lignite du WLMC a été découvert au XIXe siècle, mais n'a été exploité qu'à partir de 1957, compte tenu de ses caractéristiques peu avantageuses d'un point de vue économique. 1,4 milliard de tonnes de lignite a déjà été produit, et il en resterait à peu près autant à extraire, faisant du WMLC le cœur des réserves du pays. Il comprend 2 zones d'exploitation par strip mining, la mine d'Aminteo et la mine de Ptolemaïda. Je vais juste regarder sur cette carte la Grèce. Du coup, charbon à fond. Ouais, non, c'est le gaz surtout. Bon, bah alors ils doivent l'exporter. Hein. C'est tout. Non, c'était là. Autour de la mine d'Aminteo, l'exploitation perturbe depuis plus de 20 ans la vie des villages alentours, en particulier Valtonera, Anargiri et Phanos. Le secteur, autrefois une zone marécageuse, est aujourd'hui une immense mine à ciel ouvert. Pour permettre l'exploitation, les aquifères ont été surexploités, avec un rabattement des eaux souterraines estimé à 50 cm. Il en résulte des affaissements de terrain dans un rayon de 3 à 4 km autour de la mine, causant de graves dommages sur les sols et les infrastructures. Mouvements de terrain désymétriques et amétriques, effondrements, fissuration des bâtiments. À Voltonera, 50 à 60 habitants sur 200 ont préféré abandonner leur maison. Dans le bassin, les instabilités géotechniques peuvent prendre des formes catastrophiques. En juin 2017, un accident majeur s'est produit à la mine d'Aminteo, affectant gravement le village d'Anargiri. En bordure ouest de la fosse d'exploitation, 80 millions de mètres cubes de matériaux se sont effondrés brutalement sur une surface d'environ 3 km². Aucune victime n'est à déplorer, mais des terres agricoles et des infrastructures ont littéralement été englouties et 182 habitants ont dû être évacués, non? Les effets sont comparables à un tremblement de terre, routes coupées, crevasses métriques, bâtiments éventrés. Et ce n'est pas la première fois. Sur la période de 2007 à 2017, on ne recense pas moins de 5 accidents majeurs dans le bassin. En avril 2004, au sud du bassin, un glissement de surface s'est produit sur un dépôt de déchets miniers de la mine de Ptolemaïda. 40 millions de mètres cubes se sont déplacés, affectant une zone de 1500 mètres de long sur 600 mètres de large. Ouais, si vous voyez les photos, hein, c'est parlant. J'ai rien besoin de rajouter. C'est impressionnant. Hein. Quatrième technique dégueulasse. Lixiviation en tas ou heap leaching. Principe de la méthode. La lixiviation en tas est l'une des techniques hydrométallurgiques les plus anciennes, déjà décrite dans le manuel d'ingénierie minière et métallurgique d'Ere Metallica il y a 500 ans. Cependant, son développement à l'échelle industrielle s'est fait dans les années 60, considérant ainsi que la lixiviation en tas moderne est née en 69 dans les mines d'or du Nevada. Cette technique, désormais mature, est très utilisée à l'échelle internationale et considérée par certains comme révolutionnaire. En principe, la méthode consiste à mettre en tas du minerai concassé et ou broyé sur une plateforme étanchéifiée. Ce minerai est irrigué avec une solution acide ou cyanurée pour l'or, pendant une longue période prolongée qui s'étend sur des semaines, des mois, voire des années. La percolation de la solution à travers le tas provoque la dissolution du ou des métaux d'intérêt et forme une solution chargée, un lixivia qui est collecté en base du tas. Le lixivia est ensuite acheminé vers une usine de traitement qui permet de récupérer là où les substances d'intérêt. Une fois ces dernières extraites,
La solution peut être réinjectée dans le système pour irriguer à nouveau le tas. Alors, d'après vous, c'est quoi la probabilité que les incidents soient une rupture de l'étanchéité du tas? Ouais, moi je parie, je mets pas ma main à couper, mais allez, je parie. Alors, par rapport au schéma général du traitement du minerai présenté, la lixiviation en tas permet d'éviter les traitements minéralurgiques, hors concassage ou broyage, car elle équivaut à une extraction directe. Bon, ça économise de l'énergie, en gros. Cependant, la lixiviation en tas n'est jamais autonome, elle nécessite des étapes ultérieures. Ah, bah oui, récupération depuis le lixivia, raffinage avant l'obtention du ou des métaux. C'est quoi ça? Installation de lixiviation en tas, mine d'or de Yanacocha au Pérou. Ouais, donc ça fait vraiment un tas, genre... et ils viennent balancer leurs produits chimiques dessus. La lixiviation en tas est utilisée pour des métaux précieux, principalement or et argent, mais aussi platinoïdes. Certains métaux de base, principalement cuivre, mais aussi nickel, zinc et cobalt. Les terres rares et l'uranium. Il s'agit d'une méthode utilisée pour une part substantielle de la production mondiale d'or, 6% en 2019, et de cuivre, 16% en 2019. Tous les auteurs étudiés par Systext s'accordent sur un point: elle est attractive pour les exploitants miniers du fait de ses coûts d'investissement et opérationnels particulièrement bas. C'est d'ailleurs la principale raison de son utilisation. Le critère motivant l'utilisation de la lixiviation en tas est la faisabilité financière. Ce que nous dit Ténépali et Al en 2019. À titre d'illustration, avec les filières aurifères, une installation de lixiviation en tas peut être implantée dans un délai bien plus court que celle d'une lixiviation en cuve, pour environ la moitié à un tiers du coût d'investissement et pour environ un quart du coût opérationnel. Ok, donc c'est vraiment intéressant pour les industriels. Afin de minimiser davantage les coûts, une technique de lixiviation en tas encore plus simplifiée a été mise au point. Il s'agit de la lixiviation en décharge, ou dump leaching en anglais, pour laquelle le minerai n'est ni concassé ni broyé, il est mis en dépôt juste après son extraction. La lixiviation en tas est spécialement adaptée pour les minerais à faible teneur. À l'échelle mondiale, la diminution des teneurs et la raréfaction des gisements facilement exploitables entraînent le développement de la lixiviation en tas. Ainsi, alors que les principales exploitations minières utilisant cette méthode étaient une dizaine en 1980, elles étaient 337 en 2014. Il est attendu que cette technique soit de plus en plus utilisée dans les années à venir. Ce développement implique également l'augmentation de la taille des installations associées. En effet, l'ampleur des projets récents est telle que cette technique est utilisée sur des épaisseurs de minerais atteignant plusieurs centaines de mètres. Ces véritables montagnes de matériaux présentent alors nécessairement des risques au regard de la résistance et de la pérennité de la couche imperméable située en bas du tas, ça me semblait évident, hein, et de la stabilité de l'ouvrage. Je vous remonte le tas là qu'il y a au Pérou. Putain, mais c'est énorme quoi. Bref. Impacts environnementaux et sanitaires. La concentration des produits chimiques utilisés dans le circuit de lixiviation en tas est similaire à celle des autres types de lixiviation. Il en est de même pour les concentrations en métaux et métalloïdes des lixivia et effluents, ou pour le potentiel de génération de drainage minier acide. Cependant, les infrastructures de lixiviation en tas sont généralement réparties sur une surface beaucoup plus grande que celle regroupant l'usine de traitement du minerai et les aires de stockage de résidus miniers. Selon Smith, les aires de lixiviation en tas s'étendent sur des surfaces de l'ordre du kilomètre carré, voire de la dizaine de kilomètres carrés. Les volumes de matériaux déplacés sont en effet considérables. Pour la seule année 2004, dans la mine d'or de Yanacocha au Pérou, il a fallu déplacer pas moins de 175 millions de tonnes de minerais et de stériles, soit l'équivalent de 30 fois le volume de la pyramide de Khéops. Il est alors beaucoup plus difficile de contrôler les éventuelles défaillances, d'autant que les dispositifs d'étanchéification situés sous l'état sont fins, épaisseur d'1,5 mm. Quoi? En moyenne, et rarement accessible. Bah oui, si c'est sous des milliards de tonnes de roches. 1,5 mm d'épaisseur, la couche étanche.
Ça a intérêt à être costaud, hein. Le principal risque environnemental lié à la mise en œuvre de la méthode de l'exiviation en tas est la pollution des eaux souterraines et de surface. 3 principaux mécanismes en sont à l'origine. Premier mécanisme, la défaillance des installations de transport des solutions acides ou cyanurées et des lixivia entre l'usine de traitement et le tas. Deuxième, les infiltrations et les fuites des solutions et des lixivia en base du tas. Et les débordements au niveau du tas, ainsi que des drains et bassins de collecte en cas de forte précipitation. Ouais, bien sûr. La défaillance des installations de transport peut aussi conduire à des catastrophes environnementales. Cela a été le cas en septembre 2015 dans la mine d'or et d'argent de Valedero, en Argentine. Vous avez vu que depuis qu'on a commencé sur ce paragraphe sur les techniques dégueulasses, enfin, dites innovantes mais dégueulasses, on a vraiment des catastrophes récentes, vraiment de la dernière décennie, quoi. Ça en dit long sur ce qui nous attend. Il s'agit du plus grand incident minier. Attends, là. Le volume total. Non, alors, pardon, où j'en étais? Oui. Une conduite d'acheminement entre l'usine principale et une aire de traitement par lixiviation en tas a rompu. Le volume de solution cyanurée déversée s'élevait à 1 million de litres. Il s'agit du plus grand accident minier de l'histoire du pays. Dans les 18 mois qui ont suivi, 2 autres incidents se sont produits, dont la défaillance d'une conduite transportant du minerai en cours de traitement. Les infiltrations, fuites et débordements, surtout quand ils sont récurrents, peuvent être à l'origine de contaminations pérennes des eaux de surface et souterraines, et menacer la santé des populations locales, l'équilibre des écosystèmes et les activités agricoles. Ainsi, de telles problématiques ont été étudiées dans l'environnement de la mine d'or de Lagunas Norte, au Pérou. Un suivi qualitatif réalisé par des associations et des citoyens entre 2005 et 2020 ont mis en évidence une importante pollution causée par les activités minières dans les bassins des rivières Perejil, Chuyuhual et Caballo Moro, ce qui a eu des conséquences graves pour les récoltes et l'élevage. Il en est de même pour la mine de Yanacocha, dont les impacts environnementaux sont très documentés et nombreux, notamment raréfaction de la ressource en eau, pollution des eaux de surface et souterraines, mise en danger des écosystèmes aquatiques et terrestres, mortalité d'espèces aquatiques et du bétail. Il en résulte des risques sanitaires au regard de la consommation d'eau potable et de l'alimentation. À ce dernier titre, une étude conduite sur les aliments constituant le régime des populations environnantes a démontré que les apports journaliers en arsenic, cadmium, plomb dépassaient les valeurs limites établies par l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Les unités de lixiviation en tas présentent d'autres problématiques spécifiques liées à la configuration des tas et aux modalités d'irrigation. Les solutions et lixivia sont exposées à l'air libre via les bassins et les drains ouverts de circulation, contrairement à une usine de traitement conventionnelle dans laquelle ils se trouvent dans des circuits étanches et contrôlables. Cette exposition pose de graves problèmes environnementaux, en particulier pour la faune. À titre d'exemple, en 2001, 554 décès d'animaux ont été déclarés pour l'installation de lixiviation en tas de Yatela au Mali. La cause de la mortalité était l'ingestion d'eau cyanurée. L'exploitant a dû placer des balles à la surface des eaux, ce qui a permis de réduire significativement le nombre de décès les années suivantes. De plus, les dispositifs d'irrigation peuvent, sous l'action du vent, disperser des gouttelettes de solution. Ce phénomène est particulièrement soutenu pour les dispositifs fonctionnant par aspersion, par opposition à l'irrigation au goutte à goutte. Ah bah oui, parce que oui, au sommet du tas, c'est vrai que soit on peut asperger, soit on peut faire du goutte à goutte. Mais c'est quand même plus facile d'asperger. Sauf que s'il y a du vent, ben, les micro-gouttelettes, elles se barrent facilement, quoi. Il en résulte des risques potentiels pour la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que celle des populations vivant à proximité du site minier. Enfin, les tas présentent les mêmes risques que les parcs à résidus, tant lors de l'exploitation qu'après la fermeture du site. Parmi ces risques, celui de la rupture doit être considéré avec autant d'attention. L'accident de la mine d'or et d'argent de Bella Vista au Costa Rica illustre cette problématique. En octobre 2007, suite à des précipitations importantes, un tas lixivié s'est effondré, provoquant la destruction partielle de l'installation de lixiviation en tas. Ce mouvement de terrain a nécessairement engendré une pollution des eaux et des sols. Cependant, l'exploitant a refusé de publier les résultats de ses investigations et n'a pas autorisé d'études indépendantes.
Circuler, y a rien à voir. Ah putain. Je regarde juste combien il reste, que je commence à fatiguer. Ah mais c'est déjà 20 h. Oh, c'est long. Bon écoutez, on se garde ça pour la prochaine fois, hein. Quoique. Quoique. Non, allez, je finis le 3.2, comme ça c'est fait. On finit les nouvelles méthodes dégueulasses là. Lixiviation in situ. Vous sentez la douille là? Lixiviation in situ. Parce que- Hmm. Principe de la méthode. La lixiviation in situ a été testée pour la première fois au début des années 60 pour l'extraction de l'uranium au sein d'un centre de recherche du Wyoming aux États-Unis. En 1974, la mine d'uranium de Clay West au Texas, États-Unis, bah oui, on sait que c'est aux États-Unis, bref, est la première mine utilisant cette méthode à des fins commerciales. Cette technique permet d'exploiter des gisements à basse teneur et repose sur le même principe que la lixiviation en tas. Schématiquement, une série de puits injecteurs et collecteurs permet de faire circuler une solution, de l'acide sulfurique ou du carbonate de soude, le plus souvent, à travers des gisements, ce qui provoque la dissolution du ou des métaux d'intérêt et forme une solution chargée, un lixivia, qui est récupéré par les puits collecteurs. Ce lixivia est ensuite acheminé vers une usine de traitement qui permet de récupérer là où les substances d'intérêt. L'exploitation se fait à des profondeurs importantes, atteignant souvent plusieurs centaines de mètres. Ouais, ok, bah c'est bien comme ce que j'imaginais, quoi. Ils balancent les solvants, là, l'acide sulfurique ou la soude, directement dans le sol, dans le sous-sol. Et ils essaient de pomper ce qui sort dessous. La mise en œuvre de cette méthode requiert en particulier deux conditions spécifiques. La première, c'est la bonne perméabilité de la couche minéralisée, là où la solution est injectée. Et deux, la présence d'horizons, considérés comme imperméables au-dessus et en dessous de cette couche. Ah oui, donc ça ne s'adapte pas à toutes les mines, hein. La lixiviation in situ est principalement utilisée pour les gisements uranifères. En 2019, 57% de la production mondiale d'uranium était obtenue par lixiviation in situ. De nombreux essais et recherches, tant à l'échelle pilote qu'à l'échelle industrielle, ont été réalisés pour le cuivre, mais la production associée est pour l'heure très réduite. À ce jour, il n'y a pas d'exploitation industrielle d'or par lixiviation in situ. Des techniques ont cependant été menées et ont donné des résultats démontrant la faisabilité de cette technique sous certaines conditions, notamment en Australie. Compte tenu de la diminution des teneurs et de la raréfaction des gisements facilement exploitables, il est attendu que la lixiviation in situ prenne une place croissante au sein de l'industrie minière dans les années à venir. Impacts environnementaux et sanitaires. Par rapport au schéma général de traitement du minerai présenté au tout début, la lixiviation in situ permet d'éviter les étapes d'exploitation et de traitement minéralurgique. Cependant, à l'image de la lixiviation en tas, cette technique nécessite des étapes ultérieures, avant l'obtention du ou des métaux d'intérêt. En conséquence, cette méthode est caractérisée par une empreinte en surface bien inférieure aux méthodes conventionnelles, en termes d'impact paysager et de sources de pollution générées. En effet, elle ne donne lieu à aucune excavation, aucun dépôt stérile et aucun dépôt de résidus miniers, exception faite de ceux de l'usine de traitement réalisant la récupération des métaux. Oui. De plus, en raison de la simplicité du procédé, la consommation d'énergie et d'eau est significativement réduite. Le principal risque associé à la technique de lixiviation in situ est le risque de propagation de la solution et ou du lixivia en dehors du gisement, pouvant conduire à une contamination des eaux souterraines. Au risque environnemental s'ajoute le risque sanitaire, si la zone exploitée est connectée avec des aquifères, utilisés pour l'adduction en eau potable des populations locales. T'imagines, tu balances ton acide sulfurique pour extraire de l'uranium, et paf, il se retrouve dans la nappe phréatique où tu pompes l'eau pour boire. Miam miam, de l'eau un petit peu à l'uranium et, et à l'acide sulfurique. Par ailleurs, de nombreuses incertitudes existent quant à la nature et à la persistance des réactions chimiques entre la solution lixiviante et les roches de gisement. Il est très difficile de savoir quels métaux et métalloïdes seront mobilisés, en quelle concentration, sur quelle étendue, etc., à moyen et à long terme. Le retour d'expérience sur les sites anciennement et actuellement exploités démontre cependant que les zones minéralisées libèrent massivement les substances qu'elles contiennent, tant les métaux que les solides dissous sous forme d'ions.
Les effets précédemment décrits peuvent s'inscrire sur des emprises gigantesques, telles que l'illustre le cas de l'ancienne mine d'uranium de Königstein en Allemagne, qui a été exploitée de 67 à 90. 1,9 million de mètres cubes de solution de Luxivia est encore enfermé dans la zone exploitée. Ah ouais. Ces liquides contiennent des concentrations très élevées en cadmium, en arsenic, en nickel ou encore en uranium, respectivement 400, 280, 130 et 83 fois supérieures aux normes de potabilité du pays. Ils menacent ainsi un aquifère important pour l'alimentation en eau potable de la région. Pour répondre à cet enjeu, une installation de traitement des eaux a été mise en place afin de récupérer au maximum les métaux, tels que l'uranium, le fer, l'aluminium et le zinc. L'exploitation de l'ancienne mine d'uranium de Straspodralskiem en République tchèque, vous me pardonnerez mon tchèque, a été l'origine d'impacts similaires. 2 méthodes ont été mises en œuvre sur la zone, par travaux miniers souterrains et par lixiviation in situ. Dans ce dernier cas, plus de 15 000 forages ont été réalisés, tant pour la production que pour la surveillance hydrogéologique. 28,7 millions de mètres cubes de solution et de lixivia sont encore enfermés dans la zone exploitée. La contamination des eaux souterraines s'étend sur plus de 26 km² et concerne approximativement 338 millions de mètres cubes d'eau. C'est hallucinant. La technique de la lixiviation in situ remobilise également d'importantes quantités de radon. Elle est à l'origine de l'extraction de 5 à 15% du radon initialement présent dans le gisement. Le principal risque associé réside dans la dispersion de ces substances sous forme liquide ou gazeuse depuis les réservoirs et les bassins de l'usine de traitement. La méthode requiert le développement d'importantes infrastructures de transport pour les solutions et les lixivia, parfois sur des dizaines de kilomètres. Le risque de fuite ou de déversement est alors élevé. Il doit être pris en compte à toutes les étapes du projet minier, y compris après la fermeture de la mine. Enfin, à l'image des méthodes conventionnelles, l'usine de traitement génère des déchets solides et liquides tels que des effluents, notamment les solutions de lavage et de récupération de la substance d'intérêt, des boues et des sels provenant des bassins d'évaporation et l'ensemble des éléments de l'usine ayant été soumis à radiation. Afin de rentabiliser davantage l'exploitation de certains gisements ou de mettre en exploitation de nouveaux gisements, la lixiviation in situ fait l'objet de nombreux travaux de recherche actuellement. À ce titre, la lixiviation in situ électrocinétique est une technologie émergente qui permettrait notamment de valoriser de grands gisements cuprifères jusqu'alors non exploitables par la technique de lixiviation in situ conventionnelle. Cette méthode consiste à coupler la lixiviation in situ précédemment décrite avec un champ électrique entre une anode et une cathode, permettant ainsi de diriger le flux de métaux d'intérêt vers les puits collecteurs et d'augmenter leur taux de récupération depuis le gisement. Donc en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'en plus de faire circuler un solvant dégueulasse, un acide ou une base bien dégueulasse, en plus, ils vont faire circuler un courant électrique géant. Ah, c'est pas beau ça? C'est la technologie, c'est le progrès technique, le progrès technologique. Vive le progrès, moi je vous le dis. Ah, oh bah dis donc, ça va vous? Ça doom fort, hein? Bon, c'était super intéressant. Maintenant, on sait que les nouvelles méthodes d'extraction sont tout autant dégueulasses que les anciennes, mais qu'elles permettent d'extraire des minerais moins concentrés. Toujours pareil, hein. Et donc la prochaine fois, je sais pas quand ce sera, hein. J'ai pas fait le calcul. Je sais pas. Je réfléchirai. Donc la prochaine fois, c'est si des innovations existent actuellement, elles concernent la numérisation et le zéro émission. Quoi? Si des innovations existent actuellement, elles concernent la numérisation et le zéro émission. Ok, bon. Je suis curieux. Super pour bien empoisonner tout le monde. Ben, de toute façon, là où passe le solvant, en gros, faut se dire c'est foutu pour foutu, quoi. Mais en plus, tu fais parcourir un courant électrique. Donc ça veut dire quand même qu'il y a consommation d'énergie. Et en plus, tu as un champ magnétique qui se crée, qui va créer des perturbations sur la faune et la flore qui sont sensibles au champ magnétique et au champ électrique. Bah bref, non mais je préfère même pas y penser, c'est bon. C'est bon.
Ça suffit. Il suffit. Bon, ben voilà, j'espère que vous avez doumé fort, parce que c'est mon cas. Faudra que je fasse. Faudra que je regarde deux, trois trucs. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de. Je vais m'arrêter là. C'était super, super intéressant, je trouve. Soyons éco-furieux, tout à fait. Soyons éco-furieux. Sacré Lordon, mais j'en profite. Elle tabasse cette musique, c'est l'OST de Red Out 2, si ça vous intéresse. Voilà.